Alors, bonjour et bienvenue à la poursuite de notre livre. Donc, dans le chapitre 8, c'est un très long chapitre. Je vais le diviser en deux sections. Donc, il s'intitule Intonation et pause. Le professeur dit qu'il est important d'acquérir la sensation des voyelles et des consonnes. Moi, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. J'ai la sensation que je parle, qu'il y a des voyelles puis des consonnes. Enfin. Alors là, il continue en disant « Vous m'avez souvent entendu dire que quiconque monte sur la scène doit se rééduquer en repartant de zéro, réapprendre à voir, à marcher, à se déplacer, à communiquer avec autrui et finalement à parler. Dans la vie courante, les gens utilisent en général une manière de parler pauvre et vulgaire. » Bon, on ne prendra pas ça mal. Réapprendre à parler, à écouter, oui, ça c'est vrai. On n'écoute pas de la même façon sur scène ou à la télévision ou au cinéma qu'on l'écoute dans la vie. Hein? Donc là, il nous dit que dans la vie, quand les gens disent quelque chose, bien soit qu'on est obligé de l'écouter, soit qu'on a envie de l'écouter. Bon. Mais la distinction, c'est que sur scène ou devant la caméra, c'est différent. Là, nous parlons un texte écrit par une autre personne, par l'auteur, et souvent ce texte n'est pas accordé à nos besoins et à nos désirs personnels. Donc, quand on dit quelque chose dans la vie réelle ou qu'on l'écoute, on a envie de le dire ou de l'écouter ou c'est nécessaire. Mais que quand c'est un texte écrit par quelqu'un d'autre, bien, les motivations sont différentes parce qu'elles appartiennent au personnage imaginaire que l'on joue. Alors, dans la vie courante, nous savons écouter parce que nous avons un réel besoin d'entendre ou parce que ça nous intéresse, comme on dit. Et sur scène, la plupart du temps, nous faisons que donner l'imitation d'une attention soutenue. Donc, moi, imitation de l'attention soutenue, je ne suis pas très d'accord avec ça. Il faut trouver la raison intrinsèque du pourquoi on a besoin d'écouter ce texte-là et de devenir le personnage. Parce que si on l'imite, c'est parce qu'on n'est pas le personnage. On est le comédien qui fait semblant d'avoir une attention soutenue. Alors, il dit, nous nous contraignons à le faire. Cette contrainte aboutit souvent à la surcharge de clichés et de procédés mécaniques. Le texte, à force d'être redit un grand nombre de fois aux répétitions et pendant les représentations, finit par être redit comme un perroquet. Alors, moi je dis, on n'écoute plus et on ne vibre plus. Donc, comment on fait pour recréer la sensation que c'est la première fois qu'on entend le texte? Parce que c'est ça qui est difficile. Quand on fait de l'impro, on est bon, parce que c'est la première fois qu'on entend le texte, donc on réagit, et on écoute bien, parce qu'on doit répondre quelque chose. Mais après ça, avec un texte, quand tu as passé 120, 150 heures de répétition, ben, c'est pas la première fois que tu l'entends, là. Hein? Et puis, on l'a vu, il y a des acteurs, il y a des gens qui font de l'impro qui sont très, très bons. On me dit, « Ah, mon Dieu, on va les engager pour jouer dans mon film. » Et puis là, ils se révèlent ne pas être bons. Alors, c'est justement à cause de cette partie-là qu'on va aborder. Là, il continue là-dessus. Il dit, au début, lors de la première lecture de la pièce, les acteurs s'intéressent à leur texte, ainsi qu'à celui de leur partenaire et leur paraît neuf, significatif. Mais lorsque le texte est bousculé par un certain nombre de répétitions, les mots perdent leur valeur spécifique. Alors, il dit que ça enlève au texte le contenu vivant. Puis là, que les gens se mettent à fausser leur texte et là, ils se mettent à acquérir, à étaler leur technique vocale. Dieu, pourquoi tu fais cela? Alors moi, je me pose la question, comment on fait pour retrouver cette première fois? Bien, moi, je dis à mes comédiens, tu dois te focaliser sur la personne qui te parle, puis là, tu te dis, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que ça me fait? Comment je me sens quand elle dit ça? Puis, on doit, après ça, on va parler du dialogue intérieur. Et lui, il dit les images visuelles. On va en parler dans les prochaines pages. Donc, moi, ça me rappelle une anecdote. Quand j'étais sur un plateau de tournage, je travaillais sur Destinée. Et j'ai coaché un petit garçon. Au début, c'était un bébé, personne ne le coachait. Et puis, éventuellement, l'auteur a commencé à lui écrire des petites répliques. Il avait 3-4 ans, il ne savait pas lire, mais il disait des petits oui, ça va, etc., etc. Et à un moment donné, il y avait une scène à jouer.
et devait y avoir comme un genre de surprise ou quelque chose qui l'étonnait. Puis moi, je disais toujours au réalisateur, s'il te plaît, commence par les gros plans des enfants, commencez par les gros plans des enfants. Fais ton plan général, ton master, puis avec l'autre caméra, va tout de suite sur le bébé, sur l'enfant. Mais bon, hein? On en reparlera une autre fois, mais les réalisateurs, ils font souvent à leur tête. Hein? Alors là, ça prend des heures, évidemment, à tourner la scène, 1h30 plus tard, 2 heures. Bon, là, ils font le gros plan du petit garçon. Et là, il me dit, « Ah, c'est drôle, Yann, là, il joue pas bien, là. On dirait que ça fait 20 fois qu'il l'entend. » Ben oui, ça fait 20 fois qu'il l'entend, ça fait 1h30 qu'il l'entend. Si tu voulais avoir la spontanéité, il fallait faire son gros plan au début. Hein? Parce qu'un enfant, ça joue pas vraiment, surtout pas à 3 ans. Oui, ça peut jouer un peu plus vieux, mais pas à 3 ans. Donc, il faut trouver des techniques, des stratégies pour faire en sorte que la surprise soit là. Puis, moi, je tiens à lever mon chapeau à une réalisatrice avec qui j'ai travaillé sur la même série, Myriam Bouchard. Elle avait des vraiment bonnes idées, puis même que je lui ai volé ces idées-là. Comme une fois, on avait une petite fille, elle avait même pas 2 ans, puis il fallait qu'elle soit surprise de voir sa mère de téléroman, dans un zoom, à la caméra, sur une tablette. Mais je veux dire, c'est une petite fille, c'est un bébé, tu sais. Donc, la réalisatrice, elle avait fait faire à la vraie mère des folies qui faisaient rire sa petite fille, donc qui la surprenait, qui la faisait rire. Donc, c'est totalement en lien avec le texte à jouer. Et puis, ça marchait, là, mais il fallait avoir les caméras braquées dès le début sur les réactions de la petite quand elle voyait sa vraie maman sur la tablette. Donc ça, c'est des bonnes idées, tu vois. Ils sont pas tous pareils, les réalisateurs, mais Myriam, merci. Donc, ensuite de ça, là, il dit que pour faire en sorte de réagir à ce que l'autre nous dit, ben, le comédien qui dit le texte doit avoir le sous-texte. Alors, le sous-texte, moi, je prêche beaucoup ma direction de comédien par le sous-texte. Et lui, il va nous dire sa définition du sous-texte. Écoutez bien ça. C'est l'expression manifeste du contenu humain du rôle, expression ressentie intérieurement par l'acteur et circulant sans interruption sur les mots. Alors, le ressenti intérieur, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Le sous-texte est un réseau de schémas divers et innombrables existant dans chaque pièce et dans chaque rôle, réseau tissé par le si magique des circonstances données. Bon, ça, le si magique, on va en parler quand on va voir la formation de l'acteur. Ça va être le deuxième livre que je vais aborder. De toutes sortes de créations imaginaires, d'impulsions internes, d'attention concentrée, de vérité plus ou moins exacte et plus ou moins chargée, de réalité, d'adaptation, de mise au point et d'une foule d'autres éléments analogues. Donc, moi, je pense que ce sur quoi il faut se concentrer quand il dit ça, c'est des créations imaginaires. Tu sais, on la comprend, la phrase, mais c'est lourd. Hein? La création imaginaire, ça veut dire qu'est-ce que tu mets dans le sous-sol de ton texte. Hein? Par exemple, moi, je suis d'accord avec lui sur tous les points quand il parle du sous-texte. Quand j'étais à l'université, par exemple, j'avais un texte à dire. C'était « il pleut ». Bon, les gens qui ont pris les cours avec moi, ils connaissent mon exemple. Et moi, je disais « il pleut, ah, il pleut ». Là, ma professeure, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est que le personnage tente de dire à l'homme qui est dans la pièce qu'elle l'aime. Donc, ton sous-texte, c'est « je t'aime ». Maintenant, joue « je t'aime ». Je t'aime. Bon, maintenant, joue « il pleut » comme tu viens de dire « je t'aime ». Il pleut. Ah, c'est pas pareil, c'est pas le même « il pleut ». Hein? Donc, elle nous a enseigné, et lui, c'est ce qu'il enseigne aussi, qu'on ne doit pas jouer les mots. Les mots, c'est plus ou moins important. Désolée pour les auteurs. C'est le sous-texte qu'on va y mettre. Donc, s'il y a du sous-texte, bien, autant le spectateur que le comédien qui reçoit cette réplique doit décoder le sous-texte. Et de là, l'intérêt, de là que l'écoute va être pour la première fois, ou en tout cas va générer quelque chose que l'autre, le partenaire, n'a jamais entendu. Puis les spectateurs aiment être des décodeurs. Ah, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ah, qu'est-ce qu'elle pensait en dessous de ça?
la vie est comme ça. Seuls les enfants bien, bien jeunes disent vraiment ce qu'ils ont à dire sans sous-texte. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qui nous fait bien rire. Alors, il dit, il résulte de tout cela que le mot parler, le texte d'une pièce, n'ont point de valeur en soi. Bon, c'est ce que je viens de dire. Leur valeur est mise en évidence par le contenu du sous-texte, par ce qui est dissimulé. Donc, dans le cas de mon personnage, je ne me sentais pas prête à dire frontalement « je t'aime » parce que je ne savais pas s'il m'aimait, parce que je ne savais pas si on pouvait être ensemble, etc. Hein? Donc, c'était dissimulé, mais j'espérais qu'il l'entende. Donc, sans lui, sans le sous-texte, les mots n'ont aucune raison d'être présentés sur scène. Lorsqu'on dit le texte, les mots viennent de l'auteur. Le sous-texte vient de l'acteur. S'il en est autrement, le public ne fera pas l'effort de venir au théâtre. Il resterait tranquillement chez lui à lire la pièce imprimée. Ben voilà, si les gens viennent au théâtre ou écoutent des films ou écoutent des téléromans, c'est parce qu'ils sont intéressés à savoir l'interprétation, donc le sous-texte que le comédien va y mettre. Alors, seule la représentation peut nous faire sentir l'esprit qui anime une pièce de son sous-texte. Donc, quand on dit un comédien a créé ce rôle dans une pièce de théâtre qui est repris par tel comédien, bien, il a été créé par le premier. Donc, il lui a apporté sa substance, le sous-texte. Hein? Il appartient à l'acteur d'accorder la musique de ses sentiments au texte de son rôle afin de faire chanter ses sentiments dans les mots. Ça, c'est vraiment bien dit. Il appartient à l'acteur d'accorder la musique de ses sentiments au texte de son rôle afin de faire chanter ses sentiments dans les mots. Donc, les mots ne sont pas importants. C'est les sentiments qui sont derrière les mots, qui sont accordés avec les sentiments que vit le personnage et sont transmis par l'appareil vocal. On transmet nos émotions jusqu'au mot qui est le moteur, qui est la voiture, si on veut parler de termes mécaniques, pour faire passer l'émotion. Puis moi, j'ai beaucoup travaillé le sous-texte avec mes comédiens sur les téléromans sur lesquels j'ai travaillé, parce que, bien honnêtement, des fois, les téléromans sur lesquels j'ai travaillé, je ne vais pas le dire, là, mais en tout cas, c'était pas de la grande émotion, on va dire. Hein? C'était, quand c'est des quotidiennes, c'est étiré. Alors, parfois, il faut écrire ce genre de téléroman. Je ne dis pas que les auteurs sont pas bons, c'est que des fois, ils ont une commande d'écrire de telle manière. Mais il fallait, moi, avec les acteurs, trouver une façon de relever ça pour que ça soit intéressant. Donc, on a beaucoup travaillé le sous-texte, on a beaucoup travaillé l'imaginaire, les images, et bien souvent, on manipulait un peu les auteurs. Comme par exemple, je ne sais pas, on voulait qu'un tel comédien avec un tel comédien, les personnages, il y ait comme une petite aventure amoureuse, qui n'était pas dans le texte du tout. Là, on commençait à faire des regards, des sous-textes, les amener vers ça. Et bien souvent, les auteurs, c'est ce qu'ils recevaient. Puis là, ils disaient « Ah, ouais, ça serait intéressant peut-être que ces deux-là aient une petite relation. » Mais c'est nous autres qui l'avions amené. Parce que c'est pas tous les auteurs qui écrivent 26 épisodes d'un coup, puis après ça, bon, organisez-vous. Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent au fur et à mesure, des auteurs émotifs qu'on appelle, qui attendent de voir les épisodes, puis là, qu'est-ce que ça génère en eux, puis après ça, ils l'écrivent. Donc, nous, on se servait de ça. Désolée, hein, les auteurs, j'espère qu'il n'y en a pas qui se reconnaissent. Donc là, il nous parle des images que les mots provoquent. Donc, si on dit nuages, guerre, vautour, lilas, bien, il y a des images qui nous viennent. Il dit quelles images apparaissent devant vos yeux lorsque je prononce ces mots. Quelle réaction provoque en vous l'audition des mots « allons à la gare ». Bon, pourquoi ils vont à la gare? Qui va à la gare? Qu'est-ce que ça génère? Ton personnage versus l'autre qui dit « allons à la gare ». Évidemment, à peine avais-je prononcé ces quelques mots que déjà vous aviez concrétisé mentalement les suggestions qu'ils contenaient, comme on vient de faire maintenant. Avec quel soin vous avez choisi les mots, les intonations, les couleurs, afin de reproduire pour nous une image visuelle, afin de nous faire voir cette image à travers vos yeux. Donc,
moi, j'ai dit allons à la gare comme ça, bien simplement. Mais si, je ne sais pas, moi, je suis quelqu'un qui travaille undercover, et puis aujourd'hui, la personne avec qui je suis, c'est là qu'elle va se faire arrêter, puis ça va être à la gare. Donc, je veux l'encourager à venir à la gare avec moi, mais en même temps, je me suis attachée à cette personne-là pendant mon travail d'undercover, et je me sens comme un peu coupable. Donc, je peux dire, allons à la gare. Hein? Bon, il y a quelque chose en dessous. Il y a plus que « allons à la gare », comme je l'ai dit tantôt. Il dit, saviez sur scène la même volonté. Si vous preniez la peine de passer par ce processus spontané, si vous prononciez vos mots avec le même amour, avec la même compréhension profonde que leur signification essentielle, vous deviendriez vite un grand acteur. Donc, la nécessité de dire ces mots-là, comme si je reprends « allons à la gare », bien, c'est nécessaire qu'on aille à la gare pour que la personne se fasse arrêter parce que c'est le point culminant de ma mission. Alors, c'est nécessaire, mais c'est chargé de toutes sortes d'émotions. Je ne sais pas si vous me suivez. Il dit que si nous écoutons notre interlocuteur, nous absorbons d'abord ce qu'il dit à nos oreilles et nous construisons ensuite l'image mentale correspondant à ce que nous avons entendu. Si je dis « mon chien a eu un accident, il a la patte cassée », bien on va voir un chien dans notre tête, hypothétique, avec une patte cassée. Entendre, c'est voir ce dont parle l'interlocuteur. Donc, on se fait un petit cinéma dans notre tête. Parler, c'est dessiner des images visuelles. Ça, c'est beau. Hein? Quand moi, je parle, bien, j'ai déjà les images dans ma tête de ce que je veux vous dire et vous, après ça, vous faites vos propres images dans votre tête. Pour un acteur, ça, c'est très intéressant. Un mot n'est pas seulement un son, c'est l'évocation d'une image. Mon chien s'est fait frapper, il a eu la patte cassée. Je le vois dans ma tête. Ce n'est pas des mots, c'est des images qu'il y a dans ma tête. Aussi, quand vous soutenez une conversation sur scène, pensez moins à parler à l'oreille de l'autre comédien, du personnage à qui vous vous adressez, mais plutôt pensez à parler à l'œil pour générer des images. Ça, c'est très intéressant. C'est ainsi que l'écoute naît et qu'on ne sent pas que c'est la 20e fois que le comédien, personnage, l'entend. Ah, donc là, il a demandé à un élève de raconter une histoire. Bon, là, l'élève va devant, raconte une histoire, et l'histoire, c'est « Je viens de voir Ivan Ivanovitch. Il est dans un état épouvantable. Sa femme l'a abandonné. Je suis ensuite allée voir Pierre Petrovitch pour lui raconter ce qu'il venait d'arriver. Alors, lui, il dit qu'il doit y avoir des circonstances imaginaires, comme on vient un peu de parler. Comment pouvez-vous espérer dire ces mots avec sincérité sans d'abord créer un fond de circonstances imaginaires? Il fallait même, avant de commencer à parler, déterminer quelles étaient les circonstances imaginaires entourant l'histoire. Il fallait vous en faire un tableau mental. Donc, on ne peut pas jouer sans avoir ce tableau mental-là, sans avoir les circonstances imaginaires. Qui est Pierre Petrovitch? Qui est la femme de Pierre Petrovitch? On doit construire une histoire, un scénario tout autour de ça. Il vous faut imaginer une réalité qui justifie les paroles que vous avez à prononcer. C'est beau. Il faut créer un univers. Donc, moi, quand je coach les élèves pour les écoles de théâtre, pour les auditions des écoles de théâtre, comme on a plus de temps, bien, je leur demande d'inventer vraiment un passé complet à leur personnage et même de faire un scrapbook. Découper des images, découper à quoi il ressemble ton personnage, c'est qui sa famille, de mettre des objets significatifs pour le connaître. Tu sais, on passe notre vie à essayer de se connaître et là, on a un personnage à jouer qui est des mots sur un papier et là, boum, on se dit ça va venir. Ben non, il faut travailler. Alors, il dit, vous saurez exactement qui est cet Ivan, abandonné par sa femme, qui est Pierre, et où, comment ils vivent, et quelles relations existent entre eux. Ils deviendront pour vous des personnes véritables. C'est ça la clé, des personnes véritables, qui vivent pour vrai,
que vous transmettez par votre corps. Vous êtes comme le chemin pour transmettre ces personnes véritables. En bref, vous devez inventer un véritable film d'images mentales, d'images intérieures, un sous-texte continu composé de toutes sortes de circonstances, de décors, au milieu desquels la tragédie domestique d'Ivan, dont vous devez parler, va se jouer. Ces images intérieures créeront en vous des sentiments imprévisibles. Vous savez bien que la vie réelle se charge de tout cela quand vous n'êtes pas sur scène. Mais lorsque vous êtes sur scène, c'est à vous, acteurs, de suppléer à la vie en créant des circonstances particulières. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Dans la vie, on a notre maison, on a les objets, tout est là. Mais quand on est sur scène, puis quand on est à la télé, oui, à la télé, il y a des décors, etc., mais il faut quand même suppléer au fait que c'est pas mon vrai amoureux, c'est pas mes vrais enfants, c'est pas... Et puis en plus, on tourne dans le désordre. Alors, il faut vraiment travailler sur ces images imaginaires, cette réalité imaginaire. Donc, ça devient une réalité imaginaire pourvu que nous puissions y croire. Il faut y croire. On croit que cette réalité imaginaire est vraie. Ça fait drôle à dire, hein? C'est un peu antithèse, la réalité imaginaire à laquelle on croit. Ça devient le point focal. Ça devient comme, moi j'appelle ça l'objectif, la cible. Qu'est-ce qu'on veut raconter avec le train de quelle image? Comment notre film s'active dans notre tête et comment il s'active quand on reçoit le texte. Donc, pour aider Paul, Tostov, ça c'est le professeur, fit monter Maria sur le plateau afin qu'elle joue pour lui le rôle de point focal. Parce que là, il était tout seul, il parlait en avant de l'histoire de Pierre, mais là, il lui a donné un point focal, c'est-à-dire quelqu'un à qui il le raconte. Puis, il a dit à Paul, « C'est à Maria que vous allez raconter votre histoire. Arrangez-vous pour que l'objet de votre attention non seulement entende et comprenne le sens de vos paroles, mais encore qu'elle voit avec l'œil de son esprit ce que voit le vôtre pendant que vous parlez. » Alors c'est clair, ça dit, si le comédien, lui, n'a pas les images, ben, la personne qui va recevoir n'aura pas les images. C'est la même chose pour un auteur. J'ai pris des cours pour écrire, parce qu'avant que j'écrive mon livre, j'ai eu besoin de coaching. Et puis, il me disait, si toi, quand tu l'écris, tu vis rien, ben la personne qui va le lire, elle ne va rien vivre non plus. Hein? Ben là, on ne parle pas de livres théoriques, là. On parle plutôt de quelque chose d'investi. Bon, continuons. Alors, point focal, raconter à quelqu'un, aller vers la cible avec nos images pour qu'elle ait les images. Il dit, quand on joue, est-ce qu'il demande à Paul, est-ce que vous vous surveillez vous-même ou vous surveillez Maria? Ah, c'est intéressant. Si j'ai parlé antérieurement dans d'autres chapitres qu'il fallait être à l'écoute des réactions du public, à l'écoute des réactions du partenaire de jeu. Parce que quand on parle, il faut s'adapter à ce que l'autre, comment l'autre réagit. Nos antennes sont actives. Là, moi, j'en ai pas, j'ai rien, j'ai une caméra noire. Mais si j'avais un partenaire de jeu, bien, je serais à l'écoute de comment il réagit pour adapter ma manière de le dire. C'est pour ça que chaque représentation, chaque fois qu'on fait une scène, c'est jamais la même chose. Et puis je me souviens une fois, il y a Julie McClement qui m'a donné vraiment une bonne leçon de jeu. Je vais la voir, je lui dis, bon, quand mon comédien va dire ceci, pourrais-tu réagir comme cela? Je voulais déjà établir la réaction de Julie, de son personnage. Elle m'a dit, non, Liane, je ne peux pas faire ça, je ne sais pas comment elle va le dire, la manière qu'elle va le dire, je vais réagir en fonction de ce qu'elle va dire. Et elle avait totalement raison. Merci, Julie. Parce que d'une fois à l'autre, on est dans l'écoute et l'écoute est différente. Vous voyez? Parce que moi, une fois, je jouais dans une pièce de théâtre, puis je remplaçais une comédienne qui ne pouvait plus faire la pièce, donc c'est moi qui le fais. Et moi, je ne jouais pas le texte de la même manière que l'autre. Et après la première représentation, la comédienne qui jouait avec moi, elle était fâchée. Elle dit, ben là, tu l'as pas joué pareil à l'autre comédienne, parce que là, moi, mes réactions fonctionnent plus avec ce que toi, la manière que tu le dis. Ben, fais des réactions qui fonctionneraient à comment je le dis. Tu sais, elle était là, dans son jeu, elle voulait toujours jouer de la même manière à toutes les représentations, de la même façon. Ça, c'est pas avoir de l'écoute. C'est pas
s'adapter à ce que l'autre dit en fonction. Non, en fonction de ce qu'on ressent, de ce que l'autre dit. Non, elle voulait dire ses petites affaires. C'est pas ça, là. Tu sais, oui, je suis bien d'accord que peut-être il faut que j'adapte un peu mon jeu, mais toi aussi, adapte-toi. Hein? Alors, si vous aviez réellement le désir de voir vos mots transmettre à elle, vous ne pouvez pas les réciter en monologue, sans la regarder, sans vous adapter à elle, comme vous venez de le faire. Il y aurait eu des moments d'attente pour vous permettre de constater l'effet de vos paroles. Donc là, il est en train de parler qu'il faut prendre des pauses pour vérifier comment l'autre reçoit ce qu'on dit. On ne peut pas juste débiter notre texte comme ça, parce que là, on s'écoute parler, on n'est pas à l'écoute de comment l'autre réagit. Ces moments d'attente sont essentiels pour la personne qui joue avec vous. Puis à la télé, c'est encore plus intéressant, les moments d'attente, parce que le spectateur vous voit vivre et se demande « Wow, qu'est-ce qu'elle va dire? » et lui permet d'absorber votre sous-texte et vos images mentales. Il est impossible à votre partenaire d'avaler tout cela d'un coup. Tout doit se faire progressivement. Vous commencez à parler, puis vous faites une pause. Pendant cette pause, votre partenaire absorbe ce que vous avez dit et vous constatez cette absorption et vous reprenez la parole. Ça, c'est très intéressant. Et moi, plus tard, je vais vous parler du recevoir-réagir. J'en parle beaucoup dans mes cours. On travaille beaucoup ça. Recevoir la réplique, réagir. Et là, la personne reprend sa phrase, mais en adaptant ce qu'elle a vu de l'autre, comment elle l'a reçu, puis comment elle a réagi. Pour elle, tout est nouveau. Tout doit être déchiffré au fur et à mesure que vous avancez dans votre récit. Déchiffré et absorbé. Comme le fait le spectateur. Si ça va trop vite, le spectateur, au début, il essaie d'absorber, de déchiffrer, il n'est pas capable. Là, c'est trop. Il est comme un noix gavé. Il n'a pas le temps de décoller. Donc, les pauses, c'est très important, mais ce n'est pas des pauses. Bon, 1, 2, j'attends. C'est comment est-ce qu'elle vient de recevoir ça? Hein? Chérie, j'ai vidé ton compte de banque. Comment elle va recevoir? Vous comprenez? C'est un drôle d'exemple, mais bon. C'est comme une conversation avec un être vivant, mais même si c'est un monologue, c'est quand même une conversation, quelque chose que vous dites à l'autre. Alors, à la fin, Tolstoï a réussi à obtenir de Paul ce qu'il avait demandé. Yes! Et là, Paul de dire qu'il comprit et sentit réellement, tout au moins dans une certaine mesure, ce qui se cachait derrière les mots prononcés, c'est-à-dire le sous-texte. Paul lui-même avait été ému. Il déclara que pour la première fois, il avait compris, avec son intelligence et avec sa sensibilité, ce qui signifiait communiquer à autrui le contenu d'un sous-texte imaginaire. Alors, c'est très intéressant. C'est la différence entre une conversation et un monologue. Le monologue, même si c'est juste toi qui parles pendant 10 minutes, il faut que ça devienne une conversation. Une conversation dans le sens comment elle réagit, comment elle entend cela. Ah, OK, là tu t'adaptes. Donc, je vais terminer ici ce chapitre et on va continuer dans une autre partie. Parce qu'il faut se permettre d'avoir le temps d'absorber tout ça. Alors, merci. On se retrouve pour la poursuite de ce chapitre dans une prochaine vidéo.